Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 25 avril 2023 et c'est l'épisode 319. Le dernier projet d'Elon Musk a explosé. Et je ne parle pas de l'abonnement à Twitter Blue et de la fin des badges bleus qui sont devenus des sortes de bonnets d'âne, mais de la fusée Super Heavy Maxi Mouse Costaud Starship. Est-ce un fail ? Il serait probablement très réducteur de voir ça de cette manière. Ça a inspiré Guillaume Poggiaspala qui a listé dans une chronique plein de projets tech qui font pchit ou boom, c'est selon. Et exercice imposé avec la revue de l'ActuTech de la semaine, c'est la réorganisation chez Google pour l'intelligence artificielle. Ils vont proposer aussi de la pub augmentée à l'intelligence artificielle et on a plein de nouveaux modèles de langage et même des assistants à intelligence pas si artificielle. On terminera cet épisode avec une section réseaux sociaux et plateformes pour parler évidemment un peu de manière plus complète de ce fameux badge bleu. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Écoute, ça va, ouais, c'est encore moi. Ah, c'est encore toi, très bien. J'ai plein d'interactions, Guillaume. Je te promets, je vais aller vite, mais on a tellement une communauté qui. Alors on va pas s'ennuyer avant qu'on aborde nos news tech. D'abord, avant tout, le plus important, c'est de dérouler le tapis rouge pour les personnes qui font la démarche de nous soutenir. Alors, on va applaudir, même, on peut le dire, Antoine Pointeau qui a rejoint la plateforme Patreon et Julien Crescent qui nous a envoyé un petit don sur PayPal. Donc, merci beaucoup. Et lui-même nous dit « Merci pour la synthèse que vous faites. Vous êtes les derniers résistants en tech de mon flux de podcast, car mon emploi du temps est plus que chargé. » Guillaume, je pense qu'il ne devait en rester qu'un, et c'est Tech Café, donc on peut être très fier d'avoir coupé la tête de tous les autres dans l'app de podcast de Julien Crescent. On ne propose pas de badge bleu comme Twitter, mais vous pouvez malgré tout vous faire identifier comme un auditeur particulier de Tech Café, comme Antoine. Et oui, le podcast reste gratuit, mais vous pouvez contribuer financièrement avec des participations récurrentes avec l'abonnement sur la page Patreon de Tech Café, qui est à l'adresse patreon.com/techcafé. Alors, si vous trouvez que le podcast vous informe, vous divertit, vous permet de faire une veille sur les nouvelles technologies, allez, osons le dire, de qualité, si vous estimez, parce que vous écoutez Tech Café, que vous êtes au courant de ce qui se passe dans le monde de l'actu-tech et que vous n'êtes pas victime des discussions de comptoir, peut-être à la cantine, du style « Tu as entendu ce qu'on dit sur l'IA ? Il paraît qu'il y a une nouvelle intelligence artificielle qui va remplacer les humains. » Donc, si vous êtes protégé de tout ça, je ne peux que vous inviter à évaluer un soutien en vous créant un compte sur patreon.com/techcafé. Vous bénéficierez en contrepartie du flux privé du podcast et sans la pub. Et puis, je dois aussi souligner que cet abonnement, il a un gros avantage, c'est qu'il est sans engagement. Vous pouvez l'annuler à tout moment. Et d'ailleurs, en vous inscrivant peut-être aujourd'hui, au moment où vous écoutez cet épisode, vous prendrez peut-être la place d'autres soutiens qui ont décidé d'arrêter de financer Tech Café. On les remercie, évidemment, d'avoir pu nous accompagner. Au passage, également, un truc très important, c'est qu'il faut, c'est une obligation maintenant, c'est clairement une obligation, évaluer Tech Café sur les apps de podcast. Et d'ailleurs, aussi beaucoup sur Apple Podcast, parce que il n'y a plus assez d'avis sur Apple Podcast, mais c'est pas grave. On a aussi les excellentissimes évaluations sur Podcast Addict, comme par exemple Pat Chaco qui a dit « Comme toujours dans cet épisode, les deux Guillaume ont su nous narrer l'historique de l'intelligence artificielle et des robots. C'est surtout Guillaume Poggiaspala dans le podcast tech qui porte bien son nom. Et pour moi, un café gourmand accompagné de succulentes pâtisseries. Une petite remarque à propos de cet épisode que j'ai écouté en jardinant, j'ai probablement mal entendu, mais il ne me semble pas que vous ayez fait référence à Isaac Asimov, qui est pour moi une référence en matière de robots. C'est vrai, Guillaume, on n'a pas spécifiquement parlé de Isaac Asimov. D'ailleurs, tu n'avais pas une volonté d'être exhaustif, je pense que tu le disais en intro. Non, déjà, c'est vrai que, surtout au niveau de la fiction, si tu veux, on ne voulait pas être exhaustif du tout. Et en fait, je me suis arrêté de manière assez volontaire aux années 20, plutôt. Et Asimov, c'est vrai que c'est plutôt les années 50-60. Et bon, voilà, c'est la principale raison pour laquelle on n'en a pas parlé. Puis bon, on a déjà dit beaucoup de choses. Mais bon, effectivement, on aurait très bien pu, effectivement, si on était allé un petit peu plus loin dans la fiction, on aurait bien entendu parler d'Asimov et de plein d'autres, bien entendu. J'imagine d'ailleurs que si vous avez une passion, vous connaissez quelqu'un qui a une passion, n'hésitez pas à nous le faire savoir, que ce soit pour Isaac Asimov ou d'autres œuvres comme ça autour de la tech, dans la science-fiction, ça peut être intéressant d'en parler, donc n'hésitez pas à nous contacter. Et donc, il y a plein de moyens pour interagir avec nous, techcafé.fr avec les commentaires des articles, et puis également sur Discord, où on parle de plein de choses, c'est techcafé.fr/Discord pour nous retrouver. Et donc, on a un courrier des lecteurs, une belle rubrique. Vraiment, encore une fois, merci beaucoup pour tous vos retours, parce que déjà, ça prouve que vous écoutez et que vous appréciez. Et puis surtout, c'est très très plaisant d'avoir vos messages, donc n'hésitez pas. Alors, il y a Cypri qui a envoyé d'abord un message à propos d'intelligence. Personnellement, il préfère parler de intuition artificielle. J'aime bien cette approche-là.
En prenant l'intuition comme le fait de proposer une solution en utilisant, dit-il, des informations connues, perçues à différents niveaux de conscience et qu'on associe un peu au hasard de manière plus ou moins heureuse. C'est pour moi ce que font les IA génératifs. Continue comme ça. J'ai besoin, dit-il, Guillaume, je souligne le verbe qu'il a utilisé. Non, d'ailleurs, c'est pas un verbe. Bon, bref, j'ai besoin de vous écouter semaine après semaine. Merci beaucoup, Cypri. Et puis, ce même Cypri qui allait sur Discord. Alors, je vais pas lire la totalité de son message dans la section commentaires de Discord. Juste un petit passage. Il dit « Il faut faire attention avec l'idée de mettre au rencard le métavers et les casques de réalité virtuelle augmentée. Je pense plutôt que l'IA va booster ces deux domaines, nous dit-il. D'une part, car le métavers pourrait être une sorte de laboratoire pour l'IA et les casques de réalité augmentée virtuelle seront des sources de collecte d'informations comme le smartphone l'a été. Car sans le smartphone et les milliers de données qui ont pu être récoltées via cet appareil, l'IA telle qu'on la connaît aujourd'hui n'existerait pas encore. Si on a pu créer des IA génératives d'images, c'est grâce aux photos postées dans le cloud et les réseaux sociaux avec une identification des objets, humains, animaux et pareil pour les textes. Je suis d'accord pour dire que la donnée collectée par les smartphones a aidé, ça c'est indéniable. Moi j'ai plus de difficultés, et c'est une vision plus personnelle, de considérer que les casques de réalité virtuelle pourraient être comme ça aussi spontanément des boosters pour la réalité virtuelle et augmentée grâce à l'IA. J'ai quand même l'impression qu'il y a un problème de désirabilité sur ces casques et sur ces appareils. On verra si ça retient l'engouement du grand public avec les propositions d'Apple. Donc voilà, tout un grand commentaire assez intéressant. On a aussi un commentaire de Nicolas Saint-Marc. Salut les Guillaume, je vous passe ce petit message des Émirats Arabes Unis. Donc ça fait très plaisir aussi d'avoir vos petits retours à travers le monde. Il dit non, pas Dubaï, où je vous écoute avec attention dans ma voiture sur la route du boulot le plus souvent possible. Il dit aussi j'aime le professionnalisme de Guillaume V et l'expertise de Guillaume P. Tout ça saupoudré d'humour et de fou rire. Alors Guillaume, je me dirais... Peut-être de mauvaise langue dirait un peu hâtivement que je suis pas drôle et que tu n'es pas pro, Guillaume, mais je pense qu'il faut pas tirer des conclusions de ce type-là, ce serait bien trop hâtif. Commentaire aussi de Mika, qui dit, au final, il évoque le Steam Deck, au final, actuellement, le seul concurrent sur les consoles portables à Nintendo, c'est le challenger Valve avec son Steam Deck. J'ai vu aussi qu'Asus l'a présenté un appareil qui est intéressant, qui a été surveillé, on connaît pas encore le prix, mais les équipes de Frandroid ont pu le tester, la prise en main est plutôt bonne au premier abord, qui tourne sous Windows, donc pas du tout un SteamOS comme le Steam Deck. Qui aurait cru quand Valve s'est lancé en 2014 avec ses premiers essais sur le marché des consoles de salon, avec les Steam Machines, au final, aujourd'hui, grâce à eux, on a vu notre expérience de jeu sous Linux franchir un palier de folie. On peut désormais se créer un PC de gamer très rapide et jouer au dernier jeu AAA avec une meilleure expérience que sous Windows. Bon, c'est peut-être pas aussi simple dans les grandes lignes et sur tous les titres, mais c'est vrai que c'est bon à souligner. Et enfin, et après j'ai terminé, je vous promets, c'est Guillaume qui va prendre le relais des courriers des lecteurs avec Max Zedozer, à qui on fait, en plus d'un coucou, un gros bisou, avec un commentaire un peu fourre-tout. Il confesse avoir lâché un peu le serveur Discord, mais il reviendra bientôt. Il nous dit aussi tout d'abord le travail, la masse de travail que vous abattez toutes les semaines pour nous offrir 2 épisodes reste impressionnant, bravo. Plus le temps passe, plus le duo de Guillaume cristallise l'esprit Tech Café, vraiment cool, je pense que tout est dans le prénom d'ailleurs, moi perso. Et enfin, il voulait reparler une fois de plus d'intelligence artificielle, il évoque son entourage pro et il a l'impression lui qu'on est revenu quelque part, il y a des analogies à faire avec le début de l'électricité, il s'explique. Vous voyez cette époque étrange, il y a peu ou prou 200 ans, se côtoyaient les chevaux, les autos, la vapeur, les bougies, les lampes à gaz et les balbutiements de l'électricité dans les villes, les maisons. Imaginez comme cela pouvait paraître de la magie de toucher un interrupteur et la pièce s'éclaire. J'avoue, moi perso, j'imagine qu'à l'époque ça devait être vraiment l'effet waouh. Mais sans flamme, sans fumée, bref, on en est un peu là avec le sujet des IA génératives. Beaucoup en ont peur et n'ont pas forcément tort. Peu le comprennent, mais affirment le contraire. Tout le monde en parle et surtout peu le maîtrise. Cela relève presque de la magie pour certains. En tout cas, ce que je décèle dans mon entourage pro, le truc réfléchi, le truc a tout le temps raison. Et entre parenthèses, il met c'est faux, mais autre sujet déjà abordé dans Tech Café. Et enfin, je conclurai cette citation de son là aussi long commentaire avec j'ai l'impression que l'on n'a jamais autant vécu la citation d'Arthur C. Clarke, toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Je pense que ça conclut bien effectivement cette série de restitutions que je voulais vous partager. Et toi aussi, Guillaume, tu t'es prêté à l'exercice de collecter quelques retours et de compléter un peu ce courrier des lecteurs. Oui, absolument. Bah, d'ailleurs, c'est vrai que j'aime beaucoup cette citation perso d'Arthur C. Clarke parce que je trouve qu'elle est très très vraie. Parce que tu comprends pas du tout comment ça fonctionne. Effectivement, ça touche à la magie. Il y a un peu de ça d'ailleurs dans les IA génératives. D'ailleurs, dans les IA génératives de texte, même.
même les créateurs ont été surpris par ce que ça pouvait faire, quoi. Donc il y a vraiment un côté, il y a vraiment un côté où on a l'impression de passer un cap, quoi. Et effectivement, il y a eu plein de commentaires cette semaine. Alors, il y en a eu un de Cartman qui cite Diderot, et oui, rien que ça. Alors, je crois, et ça rejoint ce que j'avais cité pour le coup, le coup du perroquet dans l'épisode de l'histoire sur l'IA. Et donc il remet la phrase dans son contexte, et bon évidemment c'est encore mieux, donc merci à lui de la remettre dans le contexte, parce que c'est vrai que... Alors vous irez voir le commentaire, parce que sinon ça va être vraiment trop long, parce qu'il y a aussi un autre commentaire de Tulkas, qui a montré des pages du manga Dr. Stone, dans lequel il réinvente les mémoires à tort magnétique, donc c'est absolument énorme. Donc ça confère donc un autre épisode historique, mais cette fois sur les ordinateurs, hein, pas forcément sur l'intelligence artificielle. Et j'avais d'ailleurs entendu dire que Dr. Stone est un bon manga de science, et j'avais jamais vraiment commencé parce que bon, moi je suis pas trop shonen, a priori, mais là il va falloir que je m'y mette. Voilà, c'est sûr, bon, je vais être obligé d'acheter Dr. Stone. Mais bon, le commentaire sur lequel je voulais revenir plus en détail, c'est un commentaire qui nous vient de Carole, donc Carole d'Alter Gusto, hein, on avait déjà parlé, elle avait déjà posé une question, on avait déjà parlé un petit peu d'elle, et c'est une question qui porte sur la consommation en eau de l'entraînement des intelligences artificielles. Des modèles. J'ai découvert ça. Donc voilà, alors elle met en référence un article donc de Lucy Riverside qui indique dès son résumé que GPT-3 aurait par exemple consommé pour son entraînement 700 000 litres d'eau. Et donc elle pose une question dans le commentaire, choquant ou pas ? Est-ce que c'est choquant ? Est-ce que j'ai pas bon. Et en fait, moi, je dis que non, c'est pas si choquant que ça. Ah ? Et oui, ça va peut-être vous surprendre, mais en fait, non, pas vraiment. Alors, je vais m'expliquer. Déjà, les intelligences artificielles, en fait, donc là, les très gros modèles de deep learning, comme ça, ça tourne sur des serveurs qui sont tout à fait normaux. Il n'y a rien de particulier dans le matos qu'elles utilisent. Alors ok, c'est des GPU, voilà, c'est des TPU parfois, si c'est chez Google, etc. Donc en gros, c'est du calcul intensif, mais le calcul intensif, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est pas nouveau. En ingénierie, en sciences, et même pour le divertissement, comme le rendu 3D ou le transcodage vidéo, dans le jeu vidéo cloud, tout ça, ça tourne sur des serveurs avec des puces qui sont certes plus ou moins optimisées pour telle ou telle tâche, mais ce sont essentiellement les mêmes, et elles chauffent pareil, elles consomment de l'énergie pareil, c'est-à-dire beaucoup, et il faut les refroidir. Alors GPT-3 a nécessité des semaines, peut-être des mois, j'ai pas le chiffre exact, de calcul intensif, et l'eau qu'il a consommée, en fait, c'est de l'eau qui est essentiellement de l'eau évaporée par le système de refroidissement du data center. C'est pas de l'eau qui est d'ailleurs polluée ou souillée, c'est de l'eau qui part dans l'atmosphère et qui ne retombera plus ailleurs. Alors c'est potentiellement quand même un problème localement, mais en fait techniquement c'est pas de l'eau qui est vraiment perdue, on va dire. Donc l'entraînement des IA consomme de l'eau, oui, mais comme absolument toutes les autres tâches qu'on fait, qui sont faites par les data centers quand on accède à des services en ligne. Tous les serveurs ont besoin d'être refroidis. Alors 700 000 litres, oui, c'est beaucoup, dans l'absolu, bien sûr, mais c'est probablement... 350 piscines olympiques. Ouais, mais bon, ok, mais c'est probablement rien en comparaison de ce que l'exploitation de GPT-3 et GPT-4 ont consommé depuis qu'OpenAI les ont mis en accès via leur site et via leur API, via ChatGPT. Dire c'est beaucoup ou c'est choquant, ça n'a pas de sens si on ne le place pas en contexte. Et le contexte, le contexte c'est celui d'un service web. Un service web parmi une multitude d'autres. Donc si la question sous-jacente c'est est-ce que ça vaut le coup, alors c'est très délicat. Parce qu'il faut se poser la question du sens des priorités qu'on a en fait. Je ne suis pas en train de dire que ça vaut forcément le coup tout le temps de tout faire sans en discuter, mais surtout voilà avec ChatGPT ou un autre, mais je veux quand même souligner que quand on va sur YouTube, TikTok, Netflix ou Twitch, c'est pas gratuit, ça coûte de l'énergie, beaucoup, ça coûte des quantités d'eau fantastiques tout autant, et donc la question est-ce que ça vaut le coup, elle peut se poser pareil. Twitch, par exemple. Twitch, il doit transcoder des millions de flux vidéo par jour. Le transcodage, c'est du calcul intensif. TikTok possède des algos de recommandation qui sont extrêmement sophistiqués. Il stream des milliards de flux vidéo par jour. À tel point qu'en Norvège, récemment, je sais pas si tu as vu passer, il y a un data center TikTok qui entre en concurrence avec une production, pour la production d'électricité, avec une usine de munitions. Et ça a eu des problèmes, des répercussions puisqu'il est les livré en Ukraine. Parlons d'Xcloud. Xcloud, ça fait tourner des millions de sessions de jeux par jour sur des GPU. Des GPU, donc des puces du même type qu'on utilise pour entraîner les IA. C'est le même type de puce. Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce qu'on s'est insurgé contre le dernier Pixar ? Est-ce que quelqu'un s'est déjà indigné du dernier Pixar ou du film Super Mario ? Je veux dire, le film Super Mario est une image de synthèse, il n'y a pas une seule image réelle, ça a nécessité des années de calcul intensif. Pixar, en 2022, il avait une ferme de 2000 machines qui totalisaient 24 000 cœurs. Ça chauffe pas mal, ça, 24 000 cœurs. Donc on dit, ouais, GPT-3, il consomme vachement d'eau, vachement d'électricité, tout ça, mais bon, des films Marvel ou DreamWorks, bourrés d'images de synthèse de tous les côtés, c'est des années de calcul intensif, pour chacun. Et ça consomme pas moins d'eau, et il en sort une douzaine par an.
Tu vois, donc est-ce que ça vaut le coup? Quantum Mania, je sais pas s'il valait le coup, tu vois. Bon, bref. Et là, j'évoque quelques exemples donc voilà de services online, mais bien sûr, il y a tout ce qui est offline. Et la mode, on en parle? La mode, c'est 20% des eaux usées. 20% des eaux usées dans le monde est produite par l'industrie textile. C'est sûr. Shein, à lui seul, représente entre 10 et 20% en moyenne du bilan carbone des ados. Et est-ce que vous voulez vraiment savoir combien d'eau est gaspillée pour produire les murs entiers de Funko Pop qu'on trouve dans tous les Micromania? Je sais pas si, hein. Donc, du coup, voilà, moi je suis pas particulièrement choqué par la conso de GPT-3. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas s'en préoccuper du tout. Et bien d'ailleurs, l'article ne donne pas vraiment dans l'indignation pure. Il dit pas ce truc-là pour indigner. En fait, il se focalise sur son sujet. Bon, voilà, c'est son sujet, donc c'est légitime, il se focalise dessus. Et il donne des propositions pour limiter la casse. Bon, parce qu'en substance, l'eau qui est consommée, elle est consommée pour le refroidissement, donc la quantité, en gros, elle dépend de l'énergie à évacuer et de la température extérieure. Donc il préconise de faire les calculs plutôt en fonction de l'endroit et de l'heure, plutôt qu'H24. Ce qui est pas idiot, hein, même si ça rallonge un peu le processus, ça peut valoir le coup. Et donc voilà quoi, c'était ma réponse à Carole sur sa question. Mais pour conclure cette longue réponse, donc Carole qui, je rappelle, donc anime le blog Alter Gusto, donc c'est un blog de cuisine, je lui fais une spéciale dédicace en l'encourageant à aller jeter un coup d'œil sur le site Cuisine Génération. Cuisine Génération, le lien est dans les notes, hein, et bon voilà, tu peux aller sur le site, c'est le site de cuisine qui donne des recettes. Quand tu vas sur le site, il n'y a rien qui choque. Quand tu lis le contenu, il n'y a rien qui choque non plus d'ailleurs. Il y a 4 chefs, sauf que ces chefs n'existent pas. Le site entier est généré par ChatGPT mid-journée. Et il y a mieux encore... Ça rappelle son livre. Cuisine Génération. Oui, mais justement, oui, évidemment. Mais en plus, il n'y a pas que Cuisine Génération. Il y a un autre site, qui est fait par le même mec d'ailleurs, qui s'appelle Tech Génération, qui est un site de news tech façon Numérama, Numérama qui en a parlé d'ailleurs, et là aussi qui est entièrement généré par des algorithmes. Et c'est un truc qui compte déjà 800 articles. Et derrière, il y a un seul mec qui s'appelle Harry Kutz, qui est consultant chez Viséo. Et il dit que c'est juste une preuve de concept. Mais bon, le site continue à être mis à jour, donc c'est quand même assez impressionnant. Ouais, à voir si ça recueillera l'engouement des internautes sur le long terme. Mais c'est vrai qu'en termes de qualité, de restitution, c'est assez blanc. Et accessoirement, c'est très bien fait, effectivement. Merci beaucoup pour ton regard sur l'eau. Ça permet de mettre un petit peu en perspective tout ça. Et je repense aussi, quand on parle de tech et de consommation d'énergie ou de ressources de la planète, forcément, je peux pas m'empêcher de faire des parallèles avec les réflexions que tu partageais autour des crypto-monnaies qui, elles, en fait, dans leur apport de valeur, finalement, on arrivait vite à la conclusion que l'apport de valeur était assez faible, nul, pas démontré, et ça arrivera peut-être un jour, mais pour l'instant, le Web3 n'a pas démontré son usage, alors que la consommation d'énergie était autrement plus importante. Le minage de crypto-monnaies était assez dingue. Tout ça pour pas mal de spéculations. Ok, on a fait, je pense, une super partie interaction et courrier des lecteurs. Donc, continuez, hein. Encore une fois, on adore ça. Mais là, il est temps de mettre de côté les mails, commentaires et messages Discord pour aller nous pencher sur l'ActuTech depuis la semaine dernière. Et tu voulais inaugurer cette série de News Tech, Guillaume, avec la très grosse fusée de Elon Musk qui a explosé. Et moi, je me rappelle que tu as déjà parlé de la stratégie de développement de ces appareils par SpaceX, et tu avais bien mis en lumière déjà le fait que une explosion, c'est pas forcément si catastrophique de ça, et c'est pas si catastrophique que ça, et c'est un petit peu justement sur ce regard qu'on porte sur ces accidents qu'il faut porter notre jugement. Alors qu'est-ce qui s'est passé, Guillaume? Oui, tu vois, pour continuer dans la série, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Tu vois, il y a Starship effectivement, et c'est compliqué finalement comme question, tu vois, ça vaut le coup toujours à chaque fois, hein. Bon alors, l'actu de Starship là évidemment c'est qu'il a explosé, je pense que tout le monde est au courant, hein, c'est passé dans tous les médias, et la moitié d'ailleurs en ont profité pour se foutre d'Elon Musk au passage. Bon, j'avoue, c'est toujours un petit plaisir. Mais au-delà de ça, il reste la question qui est, est-ce que c'est un échec? Alors ok, vu de loin, un lancement qui se finit par une énorme explosion avec des morceaux qui retombent un peu partout, ça ressemble pas mal à un échec, mais les apparences sont parfois trompeuses, parce que il a quand même décollé, il a quand même explosé, d'accord, mais il a quand même décollé avant. Précisément, dès l'allumage, il y avait certains moteurs Raptor, donc, qui ont commencé à déconner. La fusée en a 33 quand même, hein, et certains autres sont partis en rideau au fur et à mesure, et vers une altitude de 40 km, la fusée avait perdu 8, et donc elle était plus vraiment manœuvrable, et donc au moment de la séparation du premier étage, elle a fini par basculer, et c'est parti en couille. Bon, il est aussi probable d'ailleurs qu'il y ait un problème hydraulique en plus ailleurs, donc l'ensemble est retombé en flammes, voilà, en façon puzzle. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la fusée a décollé et qu'elle a atteint 40 km, malgré la panne moteur. Donc Starship, il faut bien se dire que c'est une fusée énorme, elle fait 5000 tonnes au décollage, la charge utile c'est 100 tonnes minimum, et tout ça est réutilisable.
Enfin, en tout cas, le premier étage est réutilisable. C'est le lanceur super lourd sur lequel se repose la NASA pour Artemis quand même. Hein. C'est lui qui assurera le fret jusqu'à la surface lunaire pour Artemis 3. Et la NASA, en l'occurrence, elle est contente. Donc ça doit vouloir dire des trucs. Tout simplement parce que ni elle ni Musk n'étaient même sûrs que la fusée décolle. Simplement ça. Donc ils ont beaucoup appris de ce vol, quand même, parce qu'il y a eu un vol, y compris aussi pour la base au sol, parce qu'après le décollage, ils ont constaté que les boosters de la fusée avaient creusé un énorme cratère, et ils se sont rendus compte que les protections des réservoirs annexes étaient un poil légères, hein, vu la puissance du monstre. Donc on l'a déjà dit, mais SpaceX a un mode de développement fondamentalement différent de celui de la NASA. La NASA est obsessionnelle sur le moindre détail, ça prend un temps fou, mais les échecs sont rares. SpaceX, c'est l'inverse, elle est itérative. Donc on teste, ça pète, on reteste. Donc ça pète souvent, on corrige, on reteste et ça finit par passer. La NASA a mis un temps fou pour concevoir et construire son énorme lanceur SLS. SpaceX a une usine qui peut construire au moins 10 Starships pendant que la NASA fait un seul SLS. Des Starships, ils en ont au moins 2 autres au garage qui attendent d'être lancés. Donc ils vont en lancer 2, 3, ça pètera, mais si au 5e ça marche, c'est tout bénef. Donc SpaceX a déjà réussi avec ses fusées actuelles, hein, qui ont quand même déjà beaucoup changé l'accès à l'espace, pour le meilleur et peut-être aussi pour le pire un peu, hein, ça peut se discuter. Mais est-ce que ça vaut le coup de créer des myriades de constellations, hein, d'ailleurs, pour avoir Internet par satellite, tout ça c'est discutable. Mais bon, Starship, quand il fonctionnera, et je pense qu'il a non seulement de bonnes chances de voler un jour, mais même d'être dans les temps pour Artemis 3, c'est-à-dire en 2025, il va encore plus démocratiser l'accès à l'espace. Parce que tout simplement, on pourra envoyer beaucoup plus de matos pour beaucoup moins cher, donc le prix au kilo de l'accès à l'espace va se réduire tellement qu'à moyen terme, ça peut encore changer notre perception de ce qu'on peut faire dans l'espace. Et là encore, pour le meilleur et pour le pire. Parce qu'on se souvient, par exemple, de ces projets terrifiants de pub spatiale. Mais bon, l'espace, ça a apporté énormément de bonnes choses. La géocalisation globale, les satellites pour l'astronomie, pour l'étude de la Terre, pour l'imagerie, pour les communications, bien entendu. Donc aller dans l'espace, ça vaut certainement le coup. Même si certains projets, peut-être pas, tu vois. Mais voilà, c'est quand même plutôt sympa. Au passage, il y a un truc quand même qu'il va falloir mesurer, c'est les émissions de particules qui sont pas, les conséquences sont pas encore tout à fait bien évaluées. C'est aussi l'intérêt d'avoir plusieurs essais successifs, c'est qu'on va évaluer l'émission des particules liées au lancement et a priori on essaie d'évaluer un petit peu les dommages qui peuvent être causés à la faune et à la flore environnante avec des débris a priori. Oui, les débris, carrément. Des débris retrouvés jusqu'à 10 km autour, je voyais, ce qui peut être costaud. Bon, du coup, ça leur permet d'évaluer les choses. Et ça montre aussi le rôle qu'a une boîte privée dans le développement de la conquête de l'espace. C'est qu'évidemment, la NASA pourrait pas se permettre d'assumer directement en son nom ces explosions à répétition, ces erreurs, ces échecs plutôt que des erreurs à répétition. Et donc, forcément, ça montre tout l'intérêt d'une boîte privée qui développe ce genre de choses. Alors, tu disais pour tout et n'importe quoi, j'ai l'impression que tu veux nous apporter un petit peu de recul sur ce qu'on va pouvoir faire avec cette conquête de l'espace, Guillaume. Oui et non, mais écoute, est-ce que t'as jamais rêvé de déguster un bon cassoulet dans l'espace ? Alors déjà, j'adore le cassoulet, mais inutile de te dire que le cassoulet dans l'espace... Mais voilà. Alors ce rêve étrange, quand même, pourrait devenir réalité dès la fin 2024. Si tout se passe bien avec Zefalto, c'est une boîte française qui ambitionne de vous emmener faire un voyage en ballon, mais dans la stratosphère à 25 km d'altitude, c'est-à-dire c'est 3 fois plus haut qu'un avion de ligne standard, et pour un voyage de 6 heures, et vous allez aller si haut que vous allez pouvoir voir la courbure de la Terre par le hublot, un hublot qui fait 7 mètres carrés. Ça doit être magique. Les platistes apprécieront encore plus le voyage, je pense. Donc la capsule fait 20 mètres carrés, on vous y servira en repas de luxe, et il y a intérêt parce que le prix du billet, c'est 120 000 €. Voilà. On espère que c'est pas une boîte de William Sorin à ce prix-là. Ah ben à ce prix-là, il y a 6 passagers, 60 vols par an, donc ça paraît rentable comme affaire, parce que c'est un ballon quand même. Hein. Ouais. C'est un ballon, donc ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de propulseur, ça consomme que très peu d'énergie, et ça ne dégage à peu près rien, donc bon, de ce point de vue-là, pas de grand-chose à dire. Au niveau écologique, ça a l'air plutôt cool. Si vous êtes intéressé par un voyage en ballon qui coûte le prix d'un 2 pièces à Villeurbanne, jetez un coup d'œil à notre Patreon avant de donner les 10 000 € de caution. Merci. Tout autre registre, on met l'espace de côté. Il y a aussi des innovations qu'on commence à entreapercevoir, mais notamment une qui, là aussi, t'as choisi de le classer dans la rubrique des pchits, Guillaume. Peut-être. Écoute, quand j'ai vu la démo de l'appareil de Humane, j'ai eu une véritable sensation de déjà-vu. Alors immédiatement, on pourra me dire que c'est tout simplement le film Her de Spike Jonze, hein, puisque l'appareil de Humane, c'est comme dans le film un petit machin qu'on met dans la poche de sa chemise, donc sur la poitrine, et il peut interagir avec toi par la voix ou par ce qu'il peut voir quand on lui montre, il y a une caméra. Donc le but, c'est...
Oui. Faut peut-être repréciser, Human, c'est quoi? C'est pas des anciens d'une boîte, je sais plus si c'est Apple, Google, j'en sais rien. En gros, ça a été un TED, si je dis pas de bêtises, présenté dans le cadre d'une conférence. Oui, c'est une conférence. Ils ont fait une conférence avec une démo en live de ce truc. Et leur but, clairement, quand tu vas sur le site, c'est de rendre le smartphone obsolète en créant un appareil quasi invisible. C'est-à-dire rendre la tech transparente. Tu vois, c'est la disparition de l'ordinateur puisque ça devient c'est de l'ambient computing. Voilà, c'était ça l'expression qu'on utilisait. Donc c'est un assistant qui t'écoute et qui voit et qui comprend ce que tu dis dans le contexte. Et évidemment, il a aussi un petit pico-projecteur qui peut afficher donc des éléments d'interface absolument n'importe où, sur toute surface, en particulier sur ta main. Donc pour se guider en ville, soit tu utilises ta voix, soit il te parle, soit les directions sont projetées directement sur ta main, sur ton bras. L'appareil sera autonome. Donc ce ne sera pas un périphérique de smartphone, ce sera un véritable appareil complètement autonome. Alors, avec l'explosion des IA, et des modèles multimodaux dont on parlait à longueur de temps, la proposition est plus crédible que jamais. Tu peux lui parler en langage naturel et elle répondra sur tous les sujets. Elle pourra faire la traduction de ce que tu dis, elle pourra résumer les emails que tu as reçus pendant des réunions, etc. Si tu lui montres une barre de chocolat, elle va contrôler qu'elle est compatible avec tes allergies, etc. Si tu lui montres des ingrédients sur une table, elle va te guider sur comment faire des cookies, etc. Bon. Tout ça devient possible grâce aux récentes avancées des modèles de langage, bien sûr. C'est pas trop montré sur scène, mais tu peux même imaginer probablement lui donner une personnalité, discuter pendant des heures avec ton chatbot, pour savoir si Batman pourrait battre Harry Potter. Bien sûr que non. L'appareil de Human n'a même pas encore de nom, et perso, je n'y crois absolument pas. Parce que c'est pas le film Her qui me donne ce sentiment de déjà-vu, c'est un projet du MIT qui s'appelle Sixième Sens et qui est open source depuis 2009. Ça fait 15 ans qu'on rêve de remplacer le smartphone avec un appareil invisible qui nous comprendrait plus naturellement. Et il n'y a rien qui a remplacé le smartphone et il n'y a rien qui semble proche de le faire. Bon, il y a des d'hypothétiques lunettes de réalité augmentée, mais ça paraît encore un peu loin quand même. Donc voilà, je pourrais aligner les doutes en ce qui concerne ce machin. Il faut lui parler tout seul en public, c'est pas vraiment idéal. Tu dois le faire. T'es dans la queue à la Fnac, tu discutes avec ton truc, ou dans le métro, à la bibliothèque, entre amis. Tu vois, le projecteur laser peut projeter partout, donc voilà, ça veut dire que c'est quand même moins perso qu'un écran de téléphone, puis ça peut éblouir. Bon, je pourrais continuer, mais plus simplement. Faut mettre sa main au bon endroit, même si le truc est suffisamment intelligent pour. Moi, ça, je sais pas exactement si ça, je sais pas trop, mais effectivement, tu vois, je vois pas comment un appareil qui peut pas afficher des vidéos TikTok, de toute façon, pourrait avoir le moindre succès, pour être honnête. Mais bon, c'est quand même marrant que ce genre de trucs reviennent. Alors, est-ce que j'ai tort, tu vois? Est-ce que c'est le bon moment cette fois? Est-ce que, le sixième sens était trop en avance? Est-ce que le point de bascule est arrivé pour l'ambient computing? Je sais pas s'il y a, encore une fois, c'est comme l'histoire de la VR, des métavers et compagnie. Moi, j'ai vraiment l'impression que les gens ont juste pas envie de remplacer leur smartphone par un truc de ce type-là qui ne remplit pas aussi bien les usages que le smartphone et qui n'apporte pas suffisamment de nouvelles promesses. Mais peut-être qu'on nous contredira dans quelques mois ou dans quelques années, Guillaume. On nous dira, voyez, vous êtes trompés, c'était le successeur du smartphone. Et on en sera peut-être tous contents, on va savoir. J'en doute autant que toi, évidemment. Bon, il y a un autre sujet qui permet de se gratter un petit peu la tête aussi, avec le recul. C'est un sujet qui a été pas mal circulé dans les veilles tech et les podcasts, mais c'est la durabilité quelque part des Chromebooks et en gros quelle est la durée de vie associée à l'achat de ce type d'appareil qui se fait d'ailleurs très très souvent neuf, Guillaume. Oui, disons c'est aux US, il y a un rapport du PIRG, du PIRG, la Public Interest Research Group, qui a épinglé Google au sujet des Chromebooks, qui ont été achetés en masse par certaines institutions, principalement des établissements scolaires, d'éducation secondaire la plupart du temps, donc des Chromebooks qui sont exactement comme les autres, donc qui sont pas vraiment faits pour durer. Et quand des millions de Chromebooks sont achetés et doivent être remplacés 4 ans plus tard, non seulement c'est très cher, mais c'est aussi un léger problème du point de vue de l'environnement. Alors les Chromebooks sont comme tous les appareils grand public, ils sont pas super solides, ils sont modérément réparables, surtout si on considère que les pièces sont pas toujours disponibles. Mais pire que ça, Google apparemment cesse régulièrement de mettre à jour des machines après quelques années, et c'est désastreux, parce qu'après 4 ou 5 ans, Google abandonne l'OS de ses machines, elles continuent de tourner, mais elles sont plus vulnérables, et surtout, il y a des logiciels qui refusent de tourner dessus parce qu'ils sont pas à jour. Et quand c'est des logiciels clés comme ceux pour organiser les contrôles, c'est un vrai souci. Donc, évidemment, c'est un vrai souci qui dépasse les Chromebooks. Quand l'équipe des élèves avec des techs récentes, c'est compliqué. Au moins, les calculatrices ont des cycles d'obsolescence qui sont très très longs. 15 ans plus tard, elles peuvent encore être pertinentes, tu vois. Mais quand c'est des PC, des tablettes qui sont reliés à plein de services web et des logiciels tiers, ça devient un vrai casse-tête. Alors, depuis la publication du rapport, Google précise que quand même, depuis 2020, les Chromebooks sont supportés 8 ans, contre 5 ans auparavant. Bon, 8 ans, c'est bien, c'est sûr. Dans l'absolu, on a peu de gadgets qui sont soutenus aussi longtemps. Mais enfin, c'est vrai que
dans des institutions comme ça, tu sais, où on fait toujours les mêmes choses, est-ce que c'est idéal? Je sais pas. Dans l'idéal, de toute façon, le matos public tournerait sur de l'open source, tu vois, voilà. Linux supporte des architectures qui sont vieilles de 20 ans, donc ça serait idéal. Et puis au pire, on peut toujours continuer soi-même à maintenir une base de code si on en a besoin, tu vois. Bon, si on en a besoin, si on en a les moyens aussi, parce que je sais que je rêve un petit peu en couleur là, mais bon, ça peut être sympa. Bon, c'est un procès qui est légitime à faire. En fait, c'est un procès qui est de plus en plus légitime au fur et à mesure que le temps passe et que le réchauffement climatique se fait de plus en plus sentir. Après, effectivement, ça met en lumière aussi le gros volume des Chromebooks qui sont commercialisés, notamment pour les universités aux États-Unis et sans doute dans plein d'autres pays. Pas trop en Europe, si je dis pas de bêtises, mais bon. Et puis, pendant qu'on parle de Google, Guillaume, soyons complets et parlons un peu des Pixel trucs qui vont arriver. Un tout petit peu alors, parce que la Google I.O. arrive en mai et on a eu 2 fuites qui vont constituer peut-être la section la moins informative de cet épisode, hein, puisque on a eu une photo de la Pixel tablette de dos. Ouais. De dos. Ouais. Bon, alors de dos, tu sais, voilà quoi, de dos, même Olivier Dussopt pourrait peut-être ressembler à Colin Farrell, hein, je sais pas, de dos, c'est évident. Mais bon, donc, rien en fait, hein, voilà, il y a une photo d'un truc de dos. Par contre, on a vu aussi un Pixel Fold. Bon, bah, c'est le téléphone pliant de Google en vidéo, ok, et en vidéo, bah, il ressemble franchement à un Galaxy Fold en vrai, hein, voilà, donc pliure au milieu comprise d'ailleurs. Donc c'est un truc on n'arrive même pas à se rendre compte s'il plie à plat ou s'il y a du vide entre la Non, on voit pas grand-chose. Ça fait le tour de tous les médias, et en fait, il n'y a pas grand-chose. Voilà, c'est un truc qui fait 5 pouces 8, qui se dépliera une tablette de 7.6. Voilà, et dedans, il y aura un Tensor G2, et ce sera à $1 700, ce qui veut dire qu'en plus, il coûterait beaucoup trop cher pour faire une quelconque différence sur le marché. Bon, voilà, donc, rien, quoi. À peu près. Ce qui est rigolo, c'est de voir qu'on en parle là comme ça, de cette manière-là, en avril 2023. Mais t'imagines, allez, ces mêmes appareils, il y a quelques années dans Tech Café, ça aurait fait peut-être une rubrique, non pas une rubrique à part entière, mais plus de... alors, un peu plus. La fuite, elle est légère quand même. Hein. Ouais, elle est légère. La fuite, elle est vite colmatée, quoi, je veux dire. Hein. C'est pour avoir un souci d'exhaustivité dans ce podcast qu'on vous mentionne le sujet. Bon, allez, on va plutôt changer de rubrique. Et justement, pendant qu'on parle de Google, on doit aussi parler de ce que fait Google dans le monde de l'intelligence artificielle, et on sent qu'ils sont un petit peu en train d'essayer de trouver les bonnes armes pour répondre à la situation qui a été un petit peu provoquée par notamment OpenAI et les actions de Microsoft, et ils sont peut-être en train de se réorganiser, Guillaume. Ouais, Google jusqu'ici, il avait 2 gros labos pour l'intelligence artificielle, il y avait 2 lobes cérébraux, il avait Google Brain et DeepMind. Alors Google Brain, c'est plein de choses qu'on connaît pas mal, hein. C'est TensorFlow quand même, donc il y a des frameworks majeurs pour l'intelligence artificielle. C'est les Transformers quand même, rien que ça, hein. Donc la base de GPT et compagnie, c'est aussi Magenta, c'est aussi Imagen, c'est le robot Palmy, voilà, on en a beaucoup parlé. Et de l'autre côté, DeepMind ne sont pas en reste, hein, puisque c'est quand même la star mondiale AlphaGo, et tout ce qui suit, AlphaZero, AlphaFold, c'est aussi Gato, le robot polyvalent, enfin le modèle polyvalent, c'est Shenshila aussi, un énorme modèle de langage. Bref, les 2 labos vont fusionner pour donner Google DeepMind, et le CEO de DeepMind sera celui de la nouvelle entité, donc de Google DeepMind, et celui de Google Brain, donc deviendra directeur scientifique de Google DeepMind. Donc le rapprochement va créer un des labos en IA les plus avancés du monde, voilà. Et c'était pas si évident en fait, parce que DeepMind, il a toujours voulu rester le plus indépendant possible par rapport à Google. Et encore récemment, hein, et donc là c'est la guerre, donc on resserre les rangs, mais je suis pas sûr que ce soit fait de gaieté de cœur par les Anglais. Je crois qu'ils sont basés à Londres, DeepMind. Donc on essaye de lutter contre OpenAI, bien entendu, mais aussi contre Meta, et ces annonces d'ailleurs peut-être concernant les IA génératives de pub, puisque Google comme Meta c'est un poids lourd du secteur, hein, et donc c'est pas si étonnant qu'il ait aussi pensé à offrir aux annonceurs toute une série d'outils génératifs, et ils en ont fait une présentation qui s'appelle AI Powered Ads, bien entendu, 2023, voilà. Les annonceurs fournissent un matériau de base, donc des images du produit ou des vidéos, puis bien sûr des descriptions, des objectifs, voilà, et tout sera remixé par une IA pour produire des pubs customisées pour chaque cible. Donc vraiment, tu pourras avoir des pubs différentes pour toi et ton voisin. Enfin, c'est l'idéal, on va dire, de la publicité, quoi. Alors évidemment, les générateurs de pubs auront les mêmes problèmes que tous les autres algos du style, hein, bien sûr. Ils n'auront aucune idée de ce qui est vrai et de ce qui est faux, parce que c'est pas vraiment leur boulot. Google insiste sur le fait qu'il y aura des protections, voilà, des garde-fous contre ça. Cela dit, si une IA n'est pas capable de mentir, on se demande comment est-ce qu'elle pourra faire de la pub. Donc finalement, c'est pas si grave. Bon, Google doit surfer sur la vague de la hype, hein, la vague de la hype des IA, et proposer un maximum de services. Donc Bard d'ailleurs vient de recevoir la capacité de produire du code, comme son concurrent principal. Donc il peut désormais écrire des programmes dans plus de 20 langages, hein, du C++ au Python, en passant par Go et JavaScript, et même des macros Excel. Donc ça peut vraiment servir.
Et bon, comme toujours, la fonctionnalité est accompagnée d'un avertissement. Attention, ce truc peut occasionnellement écrire n'importe quoi. Bon, c'est toujours bon de le garder à l'esprit, d'autant que le problème ne se limite pas au code qui compile pas ou qui produisent pas ce qu'on a demandé qu'ils produisent. Il y a aussi la possibilité très probable que le code produise des vulnérabilités, en fait, que le code soit perclus de vulnérabilités. Il y a une étude de l'Université du Québec, il a mesuré, elle a utilisé ChatGPT pour écrire 21 programmes en C++, en C, en Python, en Java, et 16 de ces programmes contenaient des failles, souvent des failles assez grossières. Par exemple, un code en C++ pour créer un serveur FTP qui ne contrôle pas les entrées et qui permettait du coup de se balader assez facilement partout sur le disque sans autorisation. Cerise sur le gâteau, les chercheurs ont interrogé ChatGPT là-dessus et il s'avère que ChatGPT, tu sais, c'est David Goodenough. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Donc tu lui dis, la musique. Ben voilà, donc tu lui dis, mais attends, tu vérifies pas là, c'est pas sécure, qu'est-ce que tu fais? Et lui te répond, bon, c'est bon, oh là là, si tu rentres dans les détails, ça va. Et évidemment, si tu rentres n'importe quoi en entrée, il va faire n'importe quoi, c'est sûr, bon. Mais si tu utilises le programme normalement, c'est bon, alors ça roule. Donc en gros, ce qui m'a fait le plus marrer, c'est que le programme ne nie pas qu'il produit un code en mousse. Ce qui te dit, c'est que, ouais, le code, il est en mousse, mais il faut pas trop appuyer dessus, c'est tout, et ça tient. C'est quand même magnifique. Donc on verra si Bard est meilleur. Là, c'est des ChatGPT, bon, on verra bien. Je trouve ton image avec David Goodenough assez excellente, effectivement. Ce que je retiens quand même de tout ça et de l'intégration de l'intelligence artificielle côté Google, sa organisation, c'est que c'est plus les boîtes tech sentent bien que dans très peu de temps, ça pourra plus être un side project, quoi, l'intelligence artificielle. Il va falloir de plus en plus l'installer au cœur des services et ça semble assez logique que Google ait cette orientation-là. Et évidemment, c'est assez pertinent que tu puisses souligner les limites de l'exercice ou en tout cas les défauts que ça va induire, il va falloir vivre avec. Alors, il va falloir regarder aussi ce qui se passe à l'extérieur et il y a Stability AI qui lance, Guillaume, un modèle de langage ouvert. On en parlait la semaine dernière, les modèles de langage open source c'est des enjeux importants. Parce qu'il ne faut pas laisser les grandes boîtes monopoliser, au sens propre, complètement, un nouveau pan entier de la technologie, quoi. Donc, je citais diverses initiatives pour aller au-delà des lamas, donc vers des LLM. Donc LLM, c'est Large Language Models, donc des modèles de langage qui soient vraiment libres. Donc il y avait Dolly 2, il y avait Red Pajamas, etc. Et il y a un acteur de poids qui est déjà bien connu, qui se porte volontaire pour remplacer Meta comme référence de l'IA communautaire, c'est Stability AI. Donc ils sont déjà responsables de Stable Diffusion, et Stability AI a le projet de créer une famille de modèles de langage de toutes les tailles. Alors ça s'appellera Stable LM, donc la Stable Language Model, et ça regroupera 6 modèles entre 3 et 175 milliards de paramètres. Autant dire qu'il y en a pour tous les goûts et tous les matos. Donc, autre caractéristique super importante, ils seront, d'après Stability, ils seront entraînés optimalement. C'est-à-dire 800 milliards de mots pour les plus petits et 1500 milliards de mots pour les plus gros. Et c'est comparable à Llama. En fait, c'est vraiment ça qui fait la différence. Une des raisons pour lesquelles tout le monde adore Llama, et une des raisons pour lesquelles il est aussi efficace et aussi sophistiqué, même avec un nombre de paramètres assez faible, c'est qu'en fait, il est surentraîné. Tu vois, Llama, il a des gros pecs et il a les tablettes de chocolat, il a des gros pecs et des énormes bras. C'est un Llama absolument gonflé aux stéroïdes, parce que au plus un modèle de langage est entraîné, au plus il est efficace, même si il a moins de paramètres. Donc, ils vont essayer de conserver cet entraînement optimal, et donc chaque taille sera en 2 formats en plus. Donc, il y aura un modèle fondamental, donc un modèle de base, c'est-à-dire un modèle qui ne fait que compléter les prompts, quoi, comme d'habitude, et un modèle conversationnel façon ChatGPT. Et donc, ils seront raffinés par renforcement avec une combinaison de datasets. Alors, d'ailleurs, la combinaison que j'évoque régulièrement dans les épisodes, c'est-à-dire ceux d'Alpaca, de Dolly, d'Anthropic, de Nomic, etc. Donc, l'effort est important, et pour l'instant, on n'a que des versions alpha de 3 et 7 milliards de paramètres, mais bon, voilà, donc on va pas porter un jugement maintenant, mais le projet est très louable et il pourrait devenir à terme une sorte de référence en la matière, s'il fonctionne bien. Et dans le même style, il y a aussi un truc qui s'appelle H2O AI, donc c'est un prestataire de cloud, H2O AI, qui est donc cloud dédié à l'IA, bien sûr, donc avec des GPU, etc., qui offre un petit peu de sa puissance de calcul pour créer 2 modèles libres de 12 et 20 milliards de paramètres, qui s'appellent les H2O GPT. Alors ça paraît petit, 20 milliards, mais bien entraîné, encore une fois, c'est loin d'être ridicule. Il faut vraiment passer au lama sous stéroïdes. Et on voit bien qu'il commence donc à y avoir
presque une course en fait pour offrir des alternatives libres à Google et Microsoft, et comme ça c'est quand même plutôt cool, ça fait plaisir. Donc on pourrait se dire que c'est un petit peu peine perdue parce que voilà, le temps que les acteurs du libre s'organisent tout ça, OpenAI aura déjà sorti GPT-5 encore plus énorme et tout ça, et que ce sera une course sans fin, mais peut-être pas, parce qu'en fait Sam Altman a donné une conférence au MIT la semaine dernière et il a confié que la course à des modèles toujours plus gros était déjà finie. Il prédit que la prochaine génération des IA seront améliorées, oui, mais autrement qu'en étant toujours plus immenses. Il semblerait que GPT-4 ait déjà saturé pas mal de trucs chez OpenAI et Microsoft, en fait. Donc ils ont sans doute saturé la puissance de calcul et le volume de données disponibles, déjà, et les performances supplémentaires qu'on peut extraire de toujours plus de paramètres, peut-être que ça sature aussi, peut-être qu'on est en train d'arriver à un plateau. Bon, alors ça, où ils n'arrivent pas à construire des data centers suffisamment gros, suffisamment vite pour suivre, il y a peut-être ça aussi, mais en tous les cas... Ça voilà, serait pas rentable. C'est ça, donc en fait, GPT-4 a peut-être 1 milliard de paramètres, mais qu'est-ce que je raconte, 1000 milliards de paramètres. Plus qu'un milliard. 1000 milliards de paramètres, mais c'est pas demain qu'OpenAI va en sortir avec 2 ou 3 000 milliards, quoi. Il faudra compter sur d'autres architectures ou d'autres manières d'entraîner tout ça pour aller plus loin. Ça risque de coûter plus pour pas rapporter suffisamment, en tout cas pas sur cet angle-là. Donc il y a d'autres modèles d'approche, d'autres types d'approches pour les améliorer. Ok, un truc qui m'a bluffé, Guillaume, dans la veille, alors je l'avais pas vu de mon côté, je l'ai découvert avec le lien que tu avais mis dans les notes de l'épisode, c'est Mini GPT-4 et c'est assez bluffant quand même. Les exemples en plus sont très parlants. De quoi s'agit-il ? Puisqu'on parle de GPT-4, parlons de son petit frère Mini GPT-4. Alors, il s'appelle comme ça, mais c'est trompeur parce qu'en fait il y a rien à voir avec OpenAI ni rien. Hein. Donc, d'ailleurs, OpenAI voudrait bien arrêter que les modèles, que les algorithmes d'intelligence artificielle s'appellent les GPT quelque chose. Je crois que ça commence à leur poser problème. J'ai vu ça passer aujourd'hui. Ah oui, il faut dire que GPT, ça veut dire Generative Pre-trained Transformer, c'est-à-dire transformer pré-entraîné génératif, et en fait c'est ultra générique, parce que tout le monde utilise les transformers, tout le monde les pré-entraîne, et ils sont tous générateurs. Donc en fait, ce qui fait qu'on a des Cerebras GPT, qu'on a effectivement des GPT un petit peu partout. Bon, enfin, en tous les cas, Mini GPT-4, donc, c'est utilisé aussi les Transformers pour le coup, mais voilà, ça n'a rien à voir avec OpenAI, ils ont juste repris le nom parce que c'est un modèle multimodal, mais c'est un modèle multimodal de poche. Et donc, c'est une idée super cool. On prend 2 modèles figés, donc on les touche pas, on les prend tels quels. Donc, il y en a un qui s'y connaît en texte, et il y en a un qui s'y connaît en images. Et ensuite, on les réunit avec un troisième réseau de neurones qu'on entraîne pour qu'il sache faire le pont entre les deux. Et ce réseau-là, en fait, il n'est pas très très gros et il s'entraîne assez vite. Et au final, on a un modèle multimodal qui comprend aussi bien les images que le texte. Et concrètement, donc, ils ont pris Vicuna dont j'ai déjà parlé, peut-être vous connaissez. C'est un dérivé de Llama. Et ils ont aussi pris Blip2, qui est un réseau spécialisé dans la vision et qui est offert par Salesforce. Au total, c'est un modèle de langage. Alors Vicuna, c'est 13 milliards de paramètres, donc il est relativement petit. Blip2 qui est pas bien gros non plus, et tout ça fonctionne sur une seule GPU avec 24 gigaoctets de RAM. Et 24 gigaoctets de RAM, c'est une 3090. Alors oui, c'est du haut de gamme, mais ça reste une carte grand public déjà. Hein. Donc c'est pas une carte complètement intouchable. Et pour le prix, vous avez des performances troublantes qui rappellent fortement les capacités de GPT-4, c'est-à-dire en mode multimodal, hein, c'est-à-dire qui peut décrire des images, il peut les utiliser comme contexte pour créer des slogans, pour créer des poèmes, pour donner des conseils de jardinage même, si vous lui montrez une photo d'une feuille, d'un truc. Et encore, tout ça n'est pas optimisé. Il est probable que d'ici quelques semaines, vous pourrez faire tourner cette espèce de Vicuna à une vitesse raisonnable. Et vous pourriez aussi faire tourner ce truc, peut-être même sur CPU, je sais pas. En tous les cas, ça va vraiment très vite. J'ai vu passer hier encore un autre modèle multimodal qui était basé sur Llama, encore une fois, et qui s'appelle Lava. Lava pour Large Language and Vision Assistant. Et genre, il y a 2 jours, quelqu'un a posté ce truc sur Hugging Face en version 4 bits, donc il fonctionne avec l'interface Ubaboga, qui est une interface qui devient relativement populaire pour les modèles de langage, et le modèle ne fait que 7 gigaoctets, c'est vraiment extraordinaire, et dans la foulée, il existe donc une extension pour cette interface web, qui est un petit peu l'interface web, qui est un petit peu l'analogue pour Stable Diffusion, quoi, d'Automatic 1111, en tout cas c'est comme ça qu'elle se vit, et ça permet de rajouter des images à des prompts, vous utilisez l'extension, et donc dans votre interface web, vous pouvez rajouter des images à des prompts, et vous pouvez utiliser ce modèle. Et ce qui est fabuleux, c'est que vous pouvez demander de mettre le modèle de langage sur la GPU, et le reste, donc ça utilise Clip, en l'occurrence, ça peut tourner à cheval sur la GPU et le CPU. Ce qui fait que même avec 12 Go de VRAM, c'est théoriquement possible d'avoir un modèle multimodal. Et c'est assez incroyable. Alors, je ne sais pas à quel point ce truc est assez fiable pour être réellement utile, hein, c'est vraiment le tout début, mais quand même, un modèle de langage multimodal qui tourne en local sur un PC mainstream,
C'est incroyable. Je veux dire, il y a juste 2 mois, on parlait de GPT-4, on était ébahis par les résultats, par le truc qui décrit les photos, qui décrit pourquoi une photo est rigolote. Ouais. Là, c'est sur ton PC, c'est extraordinaire. Donc ça préfigure vraiment bien, je pense, le type d'assistant IA qu'on pourra avoir un petit peu partout, finalement, un petit peu sur toutes les machines d'ici 5 ans, quoi. La claque. La claque. Si vous avez écouté l'épisode, alors si vous avez écouté l'épisode robotique et IA, tant mieux pour vous. Si vous l'avez pas écouté, foncez l'écouter. La concordance des temps D-E-T-E-N-D. C'est un épisode qui est dispo dans le flux du podcast et vous avez toute une rétrospective historique sur l'intelligence artificielle et surtout la robotique, plus particulièrement la robotique d'ailleurs, qui a fait Guillaume Poggiaspala. Et dedans, il était question d'un truc qui est assez cool, qui moi me fascine toujours autant. Je le disais d'ailleurs pendant l'enregistrement. C'est le turc mécanique et on peut se poser la question quand on voit ces modèles de langage. Est-ce qu'il n'y aurait pas certains modèles de langage, parfois on se pose la question à quel point la restitution du texte est bluffante, s'il n'y a pas des humains derrière qui répondent aux prompts. Guillaume, on n'est pas très très loin de ça avec ce que tu as vu passer toi de ton côté. Non mais alors c'est un article de Rest of World qui moi j'étais pas du tout au courant parce que tu veux je ne suis pas un exécutive parce qu'il y a des exécutives qui n'ont pas attendu les IA pour avoir des assistants très intelligents et très polyvalents parce qu'en fait ils les ont recrutés aux Philippines tout simplement. Alors le plus marrant c'est qu'on les appelle quand même des assistants virtuels hein, parce que tout se passe à distance, tout se passe voilà par rapport à ordinateur, ils se voient jamais, mais ce sont vraiment des assistants en viande comme vous et moi. Donc vous avez évidemment avoir un assistant corvéable à merci, c'est le rêve de tout le monde. Et c'est la réalité si on a beaucoup de moyens, ou alors si on recrute dans un pays où le salaire mensuel est de $300 en moyenne. Parce qu'alors, pour entre 1000 et 2000 balles, il y a une personne qui fera non seulement tout ce que vous voudrez, mais en plus, il sera ravi de le faire. Donc le secteur a doublé entre 2021 et 2022, donc aujourd'hui, il y a énormément de compétition entre les candidats au poste d'assistant. Et donc, c'est vraiment entre eux qu'il y a une compétition. Il y a des douzaines de groupes Facebook pour trouver du boulot, avec probablement des guerres des prix à la clé d'ailleurs, ce qui arrange bien les recruteurs. Et de fait, eux aussi sont contents. 60% de leur boulot peut être fait offshore, et pas seulement le boulot. Hein. Vous voulez que votre assistant surveille le babyphone, pas de souci. Qu'il note la fréquence à laquelle vous allez faire caca, aucun problème. Je n'exagère pas. J'ai même pas besoin d'exagérer, c'est ça qui est fou. C'est comme ça que certains CEO vantent les mérites de sous-traiter une partie de leur vie. Parce que voilà, certains tweets, la ressource la plus sous-évaluée pour un CEO, c'est un executive assistant. Et c'est comme ça qu'il peut écrire, surfer, cuisiner et lire chaque jour, en plus de son boulot ultra prenant, mais tellement épanouissant de Successful Director. Donc dans l'ensemble, les assistants sont plutôt bien payés, et ils se plaignent pas trop du coup, mais les arnaques et les soucis existent. Le problème, c'est qu'ils sont quand même très conscients qu'il s'agit d'une ubérisation, et qu'ils n'ont aucune garantie d'emploi, pas de couverture sociale, et que du jour au lendemain, ça peut être fini. Jusqu'à ce qu'on refasse appel à eux, d'ailleurs à n'importe quel moment. Ça me fait un petit peu penser au contrat 0 heure qu'on trouve par exemple au Royaume-Uni. Mais sauf que c'est encore moins cher. En tout cas, tout ça fonctionnera jusqu'à ce que peut-être les nouveaux ChatGPT fassent 80% de leur boulot pour encore moins cher. Oui, peut-être que les assistants en vache et Rianos pourront utiliser ChatGPT comme assistant numérique et la boucle sera bouclée. J'allais le dire, effectivement, c'est ce à quoi je voulais aboutir. C'est plus que des secrétaires. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de secrétaires qui notent la fréquence avec laquelle les gens vont faire caca, mais en l'occurrence, ça va quand même un cran plus loin. L'impact sur le monde du travail, Guillaume, tu te penches aussi sur le sujet. Quelles sont les conséquences de l'intelligence artificielle sur les jobs ? Pour l'instant, l'inverse peut-être de ce qu'on croirait. Enfin, en tout cas, si on en croit un article de Motherboard qui est vraiment étonnant et qui illustre quand même que oui, voilà, ChatGPT peut automatiser pas mal de boulot, mais aussi dans l'autre sens. Alors, depuis 2020 et les confinements et le travail forcé à domicile, il y a beaucoup de gens qui ont profité pour prendre plusieurs boulots en télétravail. Et quand ChatGPT est arrivé, évidemment, il y a beaucoup qui l'ont essayé. Et quand on travaille, c'est pondre des rapports, des présentations, des storyboards, c'est tentant quand même. Et il se trouve que grâce à l'aide de ChatGPT, certains n'ont pas 1 ni 2, mais 4 emplois à plein temps. Parce que, je cite, ChatGPT fait 80% du boulot à ma place. Donc Motherboard a interviewé plusieurs de ces cumulards, de ces gens qui sont suremployés, comme ils s'appellent eux-mêmes, et qui exploitent ChatGPT pour rendre ça possible, sans que leur manager le sache, bien sûr. Tous ont souhaité rester anonymes. Parce que, peur de perdre leur job, probablement. Donc, ils utilisent tous GPT-4 avec bonheur pour à peu près tout. Rapport pour défendre des décisions financières, macro Excel, ou des fictions coécrites avec les IA. Il y a même un prof de fac qui gère secrètement une boîte de marketing digital. Et on pensera ce qu'on veut de ces gens suremployés, mais il est probable que la période bénie qu'ils vivent en ce moment sera de courte durée. Parce qu'eux-mêmes en sont bien conscients. Ils tirent parti du fait que ces outils ne sont pas encore assez connus de tous,
Et du coup, ils sont à l'inverse, suremployés. Mais quand les boss, les managers réaliseront leur existence et leurs possibilités, probablement tout va changer. Ils vont demander à leurs employés de les utiliser et ils exigeront en retour 2 fois plus de productivité. Donc là, plus question d'avoir 4 jobs probablement. L'un d'eux d'ailleurs, Ryan, en a vraiment conscience, puisqu'il compare l'apparition de ChatGPT à celle des métiers à tisser mécanisés. Avec les machines, c'est un opérateur qui peut remplacer 100 ouvriers. Et donc, il espère être un opérateur. C'est de bonne guerre. Tout ça se base, Guillaume, et ça va nous permettre de conclure cette rubrique intelligence artificielle sur de la donnée. Et les données gratos, il est grand temps de dire que c'est fini. Ouais, le nerf de la guerre pour le machine learning, c'est d'avoir des données pour pouvoir apprendre, forcément. Donc la problématique des données, ça a été très présente dans l'actu cette semaine. Alors, on sait déjà que l'Union européenne s'intéresse de près à ce que OpenAI fait de ces données, non seulement pendant l'utilisation de l'outil, mais aussi ailleurs. Mais parce que c'est que le début. Donc les régulateurs de tous les pays commencent à regarder de près aussi ce qui se passe lors de la collecte des données en vue de l'entraînement. Donc des données qui sont collectées un petit peu partout, et comment elles sont collectées avant d'être digérées comme ça par les machines. C'est une question qui est vraiment importante en Europe, parce que souvenez-vous qu'on est toujours censé nous demander notre avis avant de récolter nos données. Or, OpenAI, il a rien demandé à personne avant de siphonner les 3/4 de tout ce que les humains ont jamais écrit, pour faire GPT-4. Et c'est une grosse source de migraine potentielle d'ailleurs pour OpenAI, parce que GPT-4 a probablement lu des choses à propos de vous. Il pourrait très bien lâcher des infos privées vous concernant, c'est très possible. Il pourrait aussi lâcher des choses fausses et diffamatoires, ça c'est déjà vu. Et en plus, c'est pas forcément reproductible, donc c'est très compliqué de le contrôler. Donc et le pire, vous savez aussi qu'on a un droit à l'oubli en ligne. Si vous voulez qu'une information soit retirée de Google, c'est possible, et techniquement c'est assez simple. Mais qu'est-ce que tu fais pour GPT-4 ? Comment tu retires quelque chose de GPT-4 tu le fais pas. C'est pas possible de virer un truc après coup. Il faut le virer du dataset et après il faut tout réentraîner et c'est un cauchemar. Donc en gros, c'est pas du tout clair que ChatGPT soit soluble dans le RGPD et la loi européenne. Ouais. Pas encore. Donc ce que ça traduit, c'est un énorme retard aussi dans la science de la donnée et la science de la récolte de la donnée. Je veux dire, pas la data science forcément, mais ce domaine-là, parce que dans le milieu, finalement, on considère que la partie noble, c'est de créer les modèles eux-mêmes, les réseaux de neurones, tout ça, et leurs architectures. Le reste, la récolte, l'agrégation, le filtrage, la déduplication, ça c'est des trucs saoulants qu'on veut sous-traiter aux Philippines, mais ça intéresse absolument personne. Néanmoins, maintenant que les IA et leurs frasques font les unes de tous les journaux et qu'une autre lettre ouverte appelle à l'organisation d'un sommet de l'IA pour décider de comment on encadre ces trucs, il va peut-être falloir commencer à se pencher un petit peu plus de ça. Bon, quoi qu'il en soit, il y a déjà 3 acteurs qui sont aussi 3 sources majeures de données qui se sont réveillées cette semaine. Il y a Twitter qui pourrait attaquer Microsoft, qui aurait entraîné illégalement ses modèles avec ses données. En tout cas, ça c'est selon Musk. Ça vient aussi juste après d'ailleurs que Microsoft a dit qu'il ferait plus de pubs sur Twitter, et aussi juste après que Musk ait créé une boîte pour concurrencer OpenAI. Donc on n'est jamais trop sûr de. On n'est jamais trop sûr de pourquoi il est pas content, mais moi il est pas content. Et il y a aussi Reddit et Stack Overflow par contre qui ont annoncé qu'ils réfléchissaient à une manière de monétiser l'accès massif à leurs données à des fins d'entraînement. Alors si vous faites une app, c'est pas un problème, mais si c'est pour un accès massif, il faudra peut-être payer. Le corpus de Reddit a une grande valeur, donc il n'y a pas de raison de l'offrir gratuitement aux plus grosses boîtes du monde, qui vont certainement faire des produits très lucratifs. Donc toute cette problématique autour des données pousse à se poser quand même pas mal de questions, et même finalement sur ce qu'on veut des IA et sur leur nature même. Parce qu'on l'avait déjà évoqué, mais tu vois, et puis ça revient aussi dans les commentaires beaucoup, et je suis d'accord, la terminologie, elle est commode. La terminologie d'IA, d'intelligence artificielle, elle est aussi assez trompeuse. Parce que finalement, ça pousse facilement à les considérer comme des sortes de créatures. Des entités qui font écho aussi aux images de pop culture, qu'on connaît tous, bien sûr. Mais ce ne sont pas des créatures, ce sont des outils. Et ce sont des outils qu'on peut voir d'une manière totalement différente d'ailleurs. On peut voir ça comme une forme ultime de collaboration sociale. Parce qu'en schématisant, on peut dire que GPT-4 a lu tout ce que nous avons écrit, en tant qu'espèce. Stable Diffusion a vu une bonne partie de tout ce que nous avons peint et dessiné en tant qu'espèce. Une grosse IA, un grand modèle par sa complexité et le volume sur lequel elle a appris, c'est une sorte de somme ou de synthèse de nos productions. Ce qui fait qu'en quelque sorte, nous avons tous participé, en tant que société et en tant qu'individus, nous avons tous participé à ces IA et donc à chaque production de ces IA. Chaque fois que ChatGPT produit un texte, nous y avons tous participé, peu ou prou, en amont. En quelque sorte, toutes les productions de ChatGPT sont des œuvres collaboratives. Tous les développeurs du monde ont participé à divers degrés à ce que produit Copilot de GitHub. C'est le travail collectif de tous qui rend cette magie
comme on disait au début possible. À travers les données, les IA finalement nous relient tous ensemble. Mais bon, si c'est le cas, si ces productions sont des collaborations, ben alors, comme dans toute collaboration, il faudrait pouvoir créditer les collaborateurs, il faudrait peut-être aussi rémunérer les collaborateurs. Donc c'est très compliqué, on n'y est pas du tout, mais bon, c'est une jolie manière de le considérer. Il y a une autre œuvre technologique collective qui a marqué l'avancement de l'humanité dans le monde de la technologie, c'est les encyclopédies type Wikipédia. Je pense que c'est un très très bon exemple de collecte de connaissances, mais sauf que ça a été très conscientisé, Wikipédia. Tu vois, ça s'est fait dans une démarche très consciente du fait qu'on cumulait de la connaissance de manière collective. Le problème de l'intelligence artificielle sous l'angle de l'œuvre technologique collective, c'est que c'est aussi assez inconscient et on n'est pas toujours justement conscient de la collecte de cette donnée, et je pense que tu l'as bien mis en lumière. On va aborder la rubrique que vous attendiez tous, celle où on peut se moquer d'Elon Musk qui a racheté Twitter, une section où on va parler des plateformes diverses et variées, et forcément le sujet phare de cette rubrique, c'est bien évidemment les changements dans les badges de certification. Ça y est, on l'avait annoncé, patatras, cette semaine, beaucoup de badges bleus historiques ont disparu. Mais pas tous, Guillaume. Oui, ça y est, Twitter a définitivement viré les anciennes vérifications pour faire de la place au badge bleu. Et bien sûr, il y a eu du drama, bien entendu. Parce que bien sûr que non, ça n'a pas été un processus simple et cohérent. Alors déjà, il y a eu l'affaire Block the Blue Checks, donc hashtag de collectif de protestation contre le badge bleu, donc le badge payant à 9,60 €. Donc, c'était quoi leur truc? Ils voulaient bloquer les comptes qui payaient pour le badge. Alors ça n'a pas plu à Elon, qui a banni le compte Block the Blue machin. Et trolling ultime, Elon a donné gratuitement Twitter Blue aux plus gros partisans du mouvement Block the Blue Checks. Ce qui veut dire qu'ils se bloquent les uns les autres, en fait. Donc petit coup de chaos qui montre aussi à quel point la logique du badge bleu est celle de Musk, et aucune autre, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ont Twitter Blue, même s'ils n'ont pas payé. Même s'ils l'ont pas demandé, et même s'ils sont hostiles à Elon. C'est comme Stephen King, par exemple. Alors, il y en a plein d'autres. Il y a aussi qui sont pas d'accord, qui sont d'accord ou pas avec le milliardaire. Il y a William Shatner, il y a Tim Cook, il y a LeBron James, mais il n'y a pas Ben Stiller, et il n'y a pas Taylor Swift. Enfin, si, il y a Taylor Swift, elle a son Twitter Blue, mais elle est abonnée à Twitter Blue, elle doit payer, comme Rihanna, ou Miley Cyrus, ou David Guetta, ou Britney Spears. Mais donc, Elon paye pour Stephen King, et pas pour Taylor Swift. Quel manque de galanterie, quand même. Je veux dire, il n'aime pas Taylor Swift. C'est n'importe quoi. Qui n'aime pas Taylor Swift? Mais bon, Osef, tout ça est totalement arbitraire, et il y a plein de célébrités qui s'insurgent contre le principe, et qui ont décidé de ne pas payer, d'ailleurs, comme Hailey Berry ou François Hollande, et c'est probablement le seul point commun entre Hailey Berry et François Hollande. Il y a une petite fronde quand même, parce que finalement, il y a relativement peu d'abonnés pour l'instant. Il y en a dans les 630 000 pour, je sais pas, entre 400 et 450 millions d'utilisateurs actifs. Pour l'instant, c'est pas énorme. Est-ce que ça peut changer? Parce que, payer sur Twitter, désormais, c'est un petit peu l'anonymat assuré, quoi. On verra. C'est assez rigolo de voir ça de l'extérieur. On continuera à suivre parce que je suis sûr qu'il y aura un prochain épisode à ce drama du moment. Comme il y en a un aussi sur les médias en ligne qui utilisent Twitter pour partager un petit peu leurs travaux, mais qui sont pas toujours bien considérés, Guillaume, aux yeux d'Elon Musk. Oui, on continue dans l'arbitraire et le chaos avec les labels financés par le gouvernement. C'est toujours des problèmes de labels, le Blue Checks, les labels financés par machin ou truc. Bon, enfin, ils avaient rajouté donc plein de grands médias en fait, donc le label financé par le gouvernement, médias du gouvernement, il y avait NPR, il y avait la BBC, il y avait PBS, CBC. Donc NPR c'était cassé la semaine dernière, on en avait parlé, suivi de pas loin par CBC, donc c'était Radio-Canada, et PBS, c'est une TV publique américaine. Donc ce sont des agences de journalistes indépendants, et ils aimeraient bien que ça sache qu'ils sont indépendants, tu vois. Donc ces médias avaient le label média d'État, sous-entendu vecteur de propagande, vecteur de propagande du gouvernement, mais ça c'était que jusqu'à vendredi. Et après c'est plus vecteur de propagande parce que vendredi tout a disparu. Pour tout le monde, aussi bien pour NPR que pour RT ou pour la TV chinoise. Plus aucune mention. Et c'est intentionnel, puisque la page qui recensait les règles d'attribution supposées des labels a aussi disparu du site. Donc d'après le reporter Bobby Allin, c'est monsieur biographe de star en chef, Walter Isaacson en personne, qui serait derrière la décision. Donc c'est celui qui a pondu 668 pages sur Steve Jobs, et qui va probablement... pas que bien sûr, qui va probablement en prendre encore 2 fois plus sur Elon Musk, vu le rythme auquel il fait des conneries. Donc il y a une biographie d'Elon Musk qui va sortir bientôt, si ça vous intéresse, donc par Walter Isaacson, et c'est Walter lui-même qui aurait conseillé de tout virer. Alors c'est sûr que c'est plus simple, c'est peut-être ça va lui permettre de calmer un petit peu le jeu, d'éviter un déficit d'image encore plus prononcé, et donc Walter aurait l'oreille d'Elon Musk, c'est quand même un privilège rare.
On conclut cette rubrique autour des plateformes et des réseaux sociaux avec un sujet qui m'intéresse énormément, Guillaume. Une vision, une analyse. Est-ce que ce serait pas déjà la fin des réseaux sociaux ? C'est un peu dur de dire ça hein, quand on voit les masses de fréquentation des réseaux sociaux et les volumes d'argent qui sont brassés, mais quand même. Ben, sur The Verge, ils sont à fond en brainstorming. Voilà. Il y a une analyse réflexive sur l'avenir des réseaux sociaux. Donc il y a 2 articles qui sont vraiment intéressants, que c'est écrit l'un par un vieux routard du secteur, qui a longtemps travaillé chez Snap, et qui en est revenu d'ailleurs, et un autre qui a une réflexion sur ActivityPub, qui est le protocole de réseau social décentralisé qui propulse Mastodon, mais pas que. Alors je sais pas si c'est volontaire, mais les 2 articles se répondent finalement assez bien. Alors d'un côté, Eli Sandberger, l'ex de chez Snap, raconte sa désillusion, parce que quand il était embauché dans la boîte, il était persuadé que Snap finirait pas comme les autres. Il pensait vraiment que Snap serait différent, et puis finalement, non. Il explique ce qu'on a un petit peu nous-mêmes dit pas mal de fois ici, qu'un réseau social ne le reste jamais bien longtemps. Alors il commence comme ça, comme des plateformes pour connecter les gens entre eux, connecter les gens proches, etc. Mais le schéma est un peu toujours le même. Ils sont financés par du capital risque, qui demande toujours plus de croissance et de retours sur investissement, de gros retours sur investissement. Et pour ça, il faut des données pour faire beaucoup d'espace publicitaire, il faut de l'engagement pour montrer les pubs. Et immanquablement, la bascule se fait, les interactions naturelles avec vos amis, qui peuvent prendre 10 minutes par jour, mais ça, 10 minutes par jour, ça suffit pas. Et oui, l'ordre chronologique aussi, dans lequel est logique, chronologique et très logique, dans lequel tu vois les trucs, ça suffit plus. Tout ça, ça suffit pas. Il faut pousser du contenu, toujours plus de contenu, toujours nouveau, des contenus de gens que vous connaissez pas, mais qui sont à la mode. Et on vous envoie des notifications aussi tout le temps, pour tout et rien, juste pour te faire ouvrir l'appli, pour grappiller un peu de temps sur la plateforme et pour avoir une chance de t'accrocher avec un contenu ultra optimisé. Et les réseaux sociaux deviennent des plateformes de diffusion. On passe au broadcasting. Et ce sont surtout des régies pub qui luttent entre elles pour votre attention et votre temps libre. Et ce cycle, d'après Ellis, même Snap est dedans. Et c'est une malédiction du réseau social, obligé de grossir et de finalement muter et de décevoir. Alors, quelle solution ? Donc, Ellis avance sans trop de conviction celle du service payant. Si vous payez, on n'est pas obligé de monétiser votre attention, puisque vous payez déjà. La plateforme reste à ton service, en fait, et pas l'inverse. Il paraît que Facebook gagne $200 par an et par utilisateur. Donc, il faudrait payer presque $17 par mois pour compenser. Qui serait prêt à le faire ? Bon, est-ce que c'est pas déjà trop tard, d'ailleurs ? Parce qu'on est vraiment tellement habitué à avoir tout gratuit. Mais bon, de l'autre côté, il y a David Pierce qui se demande si ActivityPub pourrait pas être le salut d'Internet, finalement. Depuis qu'on en parle, vous connaissez Mastodon. Bon, mais c'est un petit peu plus compliqué que Twitter, et en fait, c'est même encore un petit peu plus compliqué que ça, parce que le fait divers, c'est bien plus que Mastodon. C'est des dizaines de sites et des dizaines de réseaux interconnectés. C'est un peu plus compliqué, mais c'est aussi beaucoup plus puissant. Donc, on rappelle qu'ActivityPub, c'est un protocole pour les réseaux sociaux, comme il y a un protocole pour le mail. Si vous utilisez Gmail, vous pouvez envoyer des mails chez Microsoft ou chez Yahoo. Oui, Yahoo Mail existe toujours, je précise. Mais bon, dans le cas d'ActivityPub, c'est pareil. Tant que les sites utilisent ce protocole, ils se parlent entre eux. Un exemple simple, Guillaume est sur Mastodon, son frère est sur PeerTube. PeerTube, c'est un YouTube décentralisé avec un système de commentaires, de likes, pareil, etc. Guillaume peut envoyer un like à une vidéo sur son frère sur PeerTube, de Mastodon, et son frère peut lui répondre de PeerTube et il le verra sur Mastodon. Donc un profil Mastodon, c'est un nom d'utilisateur et un nom de serveur. Et les serveurs se parlent entre eux via un langage commun. Ce langage commun, c'est ActivityPub. Donc le fait divers, c'est non seulement les instances Mastodon, mais c'est aussi les serveurs PeerTube, les serveurs Pleroma, Castopod, Pixelfed, et même des sites Nextcloud et WordPress avec les bons plugins. Donc, il existe des alternatives Fediverse à plein de services web qui sont par ailleurs fermés. Par exemple, Pixelfed, c'est un Instagram. Pleroma, c'est un Twitter, mais avec plus de caractères. On peut mettre plus de choses, c'est 5000 caractères, je crois. Il y a Distbin, c'est un Pastebin. Castopod, c'est un serveur de podcast audio, etc., etc. Tous ces services open source, potentiellement auto-hébergés, et ils intègrent le grand Fediverse, au sens large. Ils sont interopérables, donc votre profil peut être transféré avec vos amis, vos follows, de serveur en serveur. Et c'est pas nouveau finalement tout ça. Ce sont des idées qui mûrissent depuis plus de 10 ans, mais aujourd'hui, après les scandales à répétition, des grosses plateformes, etc., il y a peut-être une ouverture pour un web différent finalement. Donc c'est vrai que Mastodon, il est en l'état, il est sans doute pas capable d'encaisser tout Twitter. Si tous les gens de Twitter migraient sur Mastodon, ce serait catastrophique probablement, mais c'est peut-être pas la peine, parce qu'il faut peut-être pas essayer de trouver un remplaçant unique à Twitter, parce qu'en réalité, Mastodon n'est qu'une composante d'un tout qui est beaucoup plus grand, et c'est peut-être bien ce fait divers-là, dans son entièreté, qui pourrait devenir une alternative crédible au web actuel.
ActivityPub comme réponse sous la forme d'un protocole à une exode peut-être qu'on verra sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il y a Économie Sceptique avec qui on a fait un épisode spécial qui est très critique sur Twitter et qui observe lentement mais sûrement la dégradation du réseau social au profit d'autre chose. Ce sera l'objet d'autres discussions dans d'autres épisodes parce qu'on se doit immanquablement de conclure cet épisode avec une petite rubrique jeux vidéo. Tiens Guillaume, très rapidement en une seconde, j'ai commencé à jouer à A Little to the Left. Il était en promo sur le Nintendo eShop, 20% sur ma Switch. C'est trop cool, tu connais ou pas? Ah ben pas du tout. C'est un puzzle game très reposant, très intéressant, très relaxant. Voilà, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à A Little to the Left. Tu voulais commencer, Guillaume, avec des skins 16 bits pour des jeux 8 bits. Ça me rappelle ton livre Machine de jeu. Mais c'est très très marrant. Alors je sais, moi je connaissais même pas ça en fait, mais finalement vous connaissez peut-être les hacks de ROM, tout ça. Vous prenez des ROM de vieux jeux, et vous pouvez changer des éléments. Là, c'est un concept qui est un peu différent, c'est vous prenez un skin, c'est-à-dire en gros vous changez les assets graphiques d'un jeu 8 bits par des assets qui sont un peu meilleurs. Alors évidemment, ça paraît un petit peu limité parce que la machine d'origine, elle est limitée. Si c'est une NES, vous n'allez pas pouvoir faire des graphismes comme sur un Amiga, quoi. Sauf que si vous le faites sur un émulateur qui est prévu pour fonctionner avec ce type de retexture, de remaster, ça marche. Et c'est le cas de Messen. Messen, c'est un émulateur NES, par exemple, qui permet d'utiliser des éléments graphiques qui sont beaucoup trop évolués pour la NES, en réalité. Ce qui fait que vous pouvez avoir en fait une sorte de remaster de vos jeux NES. C'est exactement le même jeu, c'est exactement le même programme et la même logique. Il n'y a que les éléments graphiques qui sont changés pour des éléments graphiques en 256 couleurs, plus fins, etc., mais qui sont supportés par l'émulateur, qui ne serait pas supporté par la machine. Et en fait, vous avez quelque chose qui est à cheval entre une émulation et un remaster. Et c'est assez marrant. Donc, il y a plein de packs de textures comme ça qui vous permettent de faire des reskins de Donkey Kong, Castlevania, Zelda 2, Ninja Gaiden, etc., etc. Toutes ne se valent pas. Il y a une vidéo YouTube qui si vous voulez voir avant d'essayer ce que ça donne, il y a une vidéo YouTube qui montre celles qui valent le coup et celles qui valent pas. Et c'est plutôt rigolo, je trouve. Une sorte de DLSS du 8 bits, j'adore. Mais c'est pas du tout IA, hein. C'est vraiment des choses faites à la main, par contre. Sûr. Oui, pardon, oui, bien sûr. Non, mais c'est effectivement pas un algorithme qui le fait. Mais non, très bien, merci. Et la vidéo est assez parlante. Un autre truc qui est parlant et dérangeant de par son rendu graphique, c'est un jeu qu'on a vu circuler. Alors, je me suis demandé, quand j'ai vu les premières images, j'avais vu ça passer, ça a aussi beaucoup circulé dans l'actu-tech et jeux vidéo, si c'était pas inspiré d'images qu'on voit être partagées assez régulièrement sur les télégrammes et compagnie de la guerre en Ukraine avec une authenticité assez dérangeante. C'est Unrecord, Guillaume. Oui, ça n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine. C'est un simulateur c'est un simulateur de flics, en fait, de police d'intervention, de SWAT, je sais pas trop. Enfin, en tous les cas, Unrecord, c'est en fait Unrecord, c'est ça. Unrecord, c'est le jeu qui a été donné par un prototype que moi j'avais vu il y a peut-être un an sur Unreal Engine 5 ou peut-être 6 mois, je sais plus, qui était déjà un prototype de simulation immersive comme ça, qui était vraiment très 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 impressionnant, qui avait un color grading vraiment très réaliste et une patte un petit peu sale comme ça qui la rendait vraiment impressionnante, très très réaliste. Et là en réalité c'est le jeu, parce que ça va vraiment devenir un jeu et c'est incroyable. Alors ça a beaucoup fait parler parce que au début c'est tellement réaliste qu'il y a des gens qui n'y ont pas cru. Il y a des gens qui croyaient que c'était de la vidéo. Bon, du coup, les développeurs ont dû montrer la version sur l'émulateur, dans l'éditeur Unreal Engine, etc. Donc, non, c'est vraiment un jeu, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que, bon, déjà, il y a deux trucs, donc il y a deux raisons pour lesquelles j'en parle. La première, c'est mais effectivement, c'est vraiment extraordinaire. On voit à quel point l'illumination ambiante et tout ce dont on parle, Lumen, Nanite et compagnie, là, sur Unreal Engine 5, on voit à quel point vraiment ça peut se traduire par des trucs impressionnants et par des trucs réalistes, et on voit vraiment qu'il y a quelque chose. Il y a un pas, là aussi, si tu veux, comme avec les IA, il y a peut-être quelque chose qui a été franchi, quoi. Il y a un pas qui a été fait. Et bon, ça me fait penser que effectivement, et d'ailleurs il y a un auditeur qui m'a repris à cause de ça, que je n'ai pas parlé de Overdrive, c'est-à-dire
de Cyberpunk, de la nouvelle version de Cyberpunk 2077, donc qui est, elle, c'est le RT Overdrive. Donc en gros, avant on avait du ray tracing, là maintenant on a carrément de l'illumination ambiante, etc. Donc ils ont encore beaucoup amélioré les graphismes, si vous êtes capable de le faire tourner, évidemment, parce qu'il faut quand même une très grosse carte graphique pour faire tourner ça. Et oui, c'est intéressant de reparler de Cyberpunk 77, et je pense qu'on en reparlera plus en détail dans un autre épisode, quand on aura un peu plus de temps, parce que en fait, il y a vraiment quelque chose, il y a beaucoup de choses à dire. C'est-à-dire que, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais dit qu'ils avaient fait Quake et Quake 2 en path tracing, c'est-à-dire avec une illumination physiquement correcte, quoi. Que c'était photoréaliste, mais avec les graphismes de Quake 2. Et Quake 2, on ne peut pas considérer que ce soit vraiment très très détaillé comme jeu. Et en, je sais pas, peut-être un an et demi, ils sont passés de Quake 2 à Cyberpunk 2077. Comment c'est possible, en fait? Et c'est pas si évident. C'est-à-dire que c'est pas juste parce qu'il y a des plus grosses cartes. Alors, c'est vrai que, évidemment, entre deux, on est passé de la RTX 2000 à la RTX 4000, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour... ça ne suffit pas, tout simplement, pour atteindre ce niveau de réalisme avec ce niveau de détail. Et en fait, il a fallu de la recherche derrière. Il a fallu des nouveaux algorithmes, il a fallu restore, il a fallu il a fallu des nouvelles techniques pour arriver à ce niveau de réalisme, quoi. Et c'est pas fini. C'est-à-dire qu'il y a encore d'autres choses derrière. Il y a les Neural Radiance Fill, les Neural Radiance Cache. Il y a encore d'autres techniques derrière qui permettent d'aller encore plus loin, encore plus vite. Et donc, il y a une sorte d'accélération aussi dans la fidélité graphique des rendus des jeux vidéo, ce qui est vraiment assez extraordinaire. Et donc, il faudra en reparler. Et oui, donc, l'audio. Voilà. Merci à cet auditeur de m'avoir dit oui, il faut parler de Cyberpunk 2077 parce que c'est vraiment intéressant. En attendant, Unrecord, si vous l'avez pas vu, oui, c'est bluffant, bien entendu. Unrecord, c'est bluffant certes, mais il y a encore une fois cette vallée de l'étrange. Ça ressemble tellement à quelque chose de réaliste, ça en est presque dérangeant par certains aspects, même si c'est encore un cran au-dessus parce que c'est presque du photoréalisme que quelque chose d'un peu... C'est ça le truc, c'est-à-dire à quel point ça sera trop réaliste. Je veux dire, les jeux, tu vois, à un moment, les jeux vidéo, enfin, t'imagines, est-ce que tu pourras vraiment faire exactement la même chose que dans GTA V si GTA V était vraiment totalement photoréaliste? Exactement, c'est hyper intéressant. Ouais. Et, spoiler, moi ça me dérange à ce stade, mais peut-être qu'à l'avenir ça va avancer et que notre perception va changer, elle va s'adapter à l'évolution technologique. C'est possible. Allez regarder la vidéo, vous nous ferez part de votre avis et puis on va terminer avec Final Fantasy Pixel Remaster, Guillaume. Oui, pour continuer dans la fidélité graphique et le réalisme total, on peut parler de... Non, mais c'est juste une anecdote, mais Final Fantasy, donc, collection, donc c'est du 1 au 6, est sorti sur Switch, et bon, sur toutes les machines, en fait. Et donc, il est sorti en dématérialisé, et il est sorti aussi en matérialisé, avec des versions qui sont des versions soit normales, soit collector. Et, je veux dire, ils en ont sorti tellement peu, que déjà, ils sont à entre 3 et 600$ sur eBay. Donc en gros les scalpers s'en donnent à cœur joie et je trouve ça mais hallucinant. Je comprends pas la logique de Square Enix parce que le fric que font les scalpers, c'est du fric que ne se fait pas à Square Enix. Exactement. Donc pourquoi ils en sortent pas plus? Donc ça déjà ça me tue. Et le plus beau si tu veux c'est que quand on parle de 600$, pour 600$ vous pouvez acheter une vraie Super NES et les vrais jeux d'origine. À mon avis. C'est sûr. Donc c'est vraiment mais d'une absurdité totale. Bon bah écoute, prenez-le dématérialisé, vous serez moins emmerdé. Ouais, c'est difficile de comprendre un petit peu effectivement pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu un choix de distribution plus large. T'as pas succombé, toi, c'est pas trop ton truc, j'imagine, Guillaume. Honnêtement, j'ai déjà joué à plusieurs, si ce n'est tous, et je les ai d'ailleurs probablement sur d'autres machines, donc j'en ai rien à foutre. D'accord. Même si ça a l'air sympa, mais honnêtement, rien à foutre. Je me suis demandé s'il n'y avait pas, parce que sur la Switch, la gestion multi-console, etc., est quand même assez relou. Quand tu achètes un jeu et que tu as deux Switch, qu'elles sont rattachées un peu sous les mêmes comptes familial, etc., c'est un peu l'enfer avec les profils utilisateurs. Tu te retrouves vite amené à devoir acheter 2 fois le jeu en dématérialisé, ce qui est complètement ubuesque pour une même famille. Et j'imagine qu'il y a aussi un engouement sur la cartouche. Mais là, dans ce cas-là, je vois pas trop comment ça pourrait jouer. Parce que je suis pas certain qu'il y ait plusieurs membres d'une même famille qui veulent se battre pour le jeu Final Fantasy Pixel Remaster. Il y a des remasters, il y a des rééditions qui sont déjà apparues sur Game Boy Advance ou sur PSP. Honnêtement, c'est moins cher d'acheter une PSP, une Game Boy Advance et les jeux d'origine que d'acheter le plat collègue.
Bon, ne succombez pas à ça et ne donnez pas du crédit à ce truc. Merci infiniment, Guillaume, pour la préparation de cet épisode de Tech Café qui s'est avéré une fois de plus, j'en doutais pas, intéressant et plaisant à enregistrer. De votre côté, vous qui nous écoutez, je vous invite évidemment à vous abonner à Tech Café si vous écoutez que cet épisode pour la première fois. Vous manquerez pas comme ça les prochains épisodes et notamment les dossiers de Guillaume Poggiaspala, les dossiers thématiques. On a donné un exemple tout à l'heure avec l'épisode sur la robotique ou les épisodes suppléments. Dans tous les cas, ces épisodes complémentaires à la veille hebdo sont diffusés alors le vendredi soir en général pour tout le monde et quelques jours avant pour les soutiens sur Patreon. On compte sur vous pour aller consulter dans le flux du podcast parce qu'il n'y a pas que les épisodes hebdo avec l'actu chaude qui est vite obsolète, mais il y a aussi plein d'autres contenus qui sont intéressants à écouter ou à réécouter. Je vous rappelle bien évidemment qu'on est très content de vous voir rejoindre patreon.com/techcafé pour soutenir Tech Café et nous accompagner dans le travail qui consiste à vous mettre à disposition cette émission jour après jour. On compte sur vous également pour discuter entre vous et avec nous sur le serveur Discord, techcafé.fr/Discord, et puis pour aller déposer, comme je vous le disais en intro, des avis sur les apps de podcast. C'est très précieux pour nous. On vous invite également à interagir avec nous à titre individuel. Guillaume, tu vas pouvoir nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver. Bah non, mais moi je suis en train de chercher un skin HD pour Adventure of Lolo. C'était sympa, Adventure of Lolo. Quelqu'un a joué à Adventure of Lolo ? C'est quoi Adventure of Lolo ? Tu me fais peur. Oh là là. C'est un jeunesse, c'est un jeunesse de puzzle game, c'est très sympa, c'est un puzzle game, bon, action, c'est un puzzle game avec un petit personnage bleu comme ça, j'ai un très bon souvenir d'Adventure of Lolo. Très bien, je m'attendais à autre chose, à un truc un peu plus olé olé, tu vois, les aventures de Lolo. Bon, pardon. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur Guillaume Vendée. Peut-être, sûrement même. Je suis pas sûr que oui, je suis pas sûr que ça ait autant de... Bref, on verra, on creusera. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr et sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se retrouve dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.